Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour Elke et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis contente d'être là aussi. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet clé qui est le feedback, la capacité à recevoir et le donner correctement, pour qu'il puisse motiver plutôt que démotiver. Très important. Oui. Alors, pour démarrer et pour faire ta connaissance, rapidement un petit côté CV. Tu as travaillé dans divers secteurs, aussi bien dans les médias qu'en fintech, et depuis près de 10 ans, tu évolues dans la grande distribution. D'abord, la Fnac Van de Boren. Alors pour les Français, Van de Boren, c'est le Darty belge. Et depuis 2 ans, tu es chez Lidl en tant que Head of Marketing pour la Belgique et le Luxembourg. Tout à fait correct. Voilà. Et alors, d'habitude, on va directement pour encore mieux te connaître vers la question des 3 symboles. Mais là, comme c'était la distribution et que je suis toujours très intéressée aussi pour que tout le monde gagne en connaissance, est-ce que tu vois une différence entre la distribution non alimentaire et la distribution alimentaire? Oui. Et pas juste une en fait. Il y en a plusieurs. C'était quand même un peu un choc. Oui, effectivement, c'est toujours la grande distribution. Mais quand j'ai pensé à cette question, j'ai identifié en fait 3 points différents qui étaient quand même bien importants. Première chose, c'est la vitesse. Donc, pas de surprise, mais la fréquence d'achat est beaucoup plus élevée dans le secteur du food que dans le secteur de l'électro, de la culture, comme la Van den Borre ou comme la Fnac. Du coup, en fait, moi, je dois m'organiser pour essayer de séduire le même client, de venir plusieurs fois par semaine chez moi pour faire ses courses. Et du coup, ça me donne un rythme assez important et assez élevé. Donc, effectivement, c'est un autre rythme de marketing que j'avais habitude à avoir auparavant. Une deuxième différence, c'est le produit en lui-même, je trouve. Le fait que je vends des produits alimentaires, je trouve que c'est un côté aussi émotionnel. C'est assez important et une responsabilité élevée, je trouve. Le fait que j'aide à décider ce qu'une maman donne comme fruit à ses enfants à l'école, par exemple, ou ce que mes clients ils préparent le soir comme plat quand ils rentrent du boulot pour leur famille. Donc, en fait, c'est la nourriture, ça touche le cœur. Et on est au cœur de la famille et je trouve que c'est assez différent qu'un frigo, par exemple. Et oui, le frigo est aussi au cœur de la famille, mais c'est beaucoup moins émotionnel, je trouve, que la nourriture. Oui, donc, le plaisir de manger. Exactement. Et donc, qui va démarrer par les ingrédients. Tout à fait. Et quand je mets en promo un saumon 1+1, je sais que une certaine partie de la Belgique va préparer ce saumon pour les personnes que elle ou lui aime donc dans sa vie. Donc c'est exactement c'est un produit assez sympathique, je trouve. Et puis troisième point, c'est la compétition. Quand je compare la compétition dans le secteur du food comparé au secteur de l'électro, de la culture, c'est comme différent. En fait, il y a beaucoup de joueurs sur le marché et ce sont pas toujours les mêmes, même au nord. Par rapport au côté francophone du pays, en fait, c'est différents joueurs, le landscape est différent. Oui, il y a le côté local Tout à fait, le côté local qui rentre en jeu. Aussi, la culture est différente entre les néerlandophones et les francophones. Donc là aussi, il y a quand même une compétition élevée, importante, qu'il ne faut pas perdre de vue. Et est-ce que tu trouves aussi, peut-être que c'est toute la distribution, mais... Moi, pour avoir été de l'autre côté, en tant plutôt que client, alors c'était pas avec Lidl, mais avec d'autres, des grands distributeurs à supermarchés, je trouve que ça peut être un peu agressif parfois les relations, tu vois, que moi j'ai pas connu avant dans d'autres secteurs. Et là, waouh, moi j'ai vu des méthodes un peu qui ressemblaient à la méthode du KGB, quoi. Oui,
Oui, j'entends ce que tu dis. Oui, en effet. C'est pas le marketing qui s'en occupe, c'est plutôt mes collègues côté achat, en effet, qui effectivement ont cette mission. Mais c'est vrai que oui, les marges, je dois pas te le dire, les marges sont pas élevées et il faut qu'on se batte, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que ça rend la relation entre les différents parties en fait qui sont autour du business. C'est si difficile d'être, je trouve, dans un côté très win-win. Comment on va grandir ensemble. On est plutôt dans un affrontement. C'est un peu comme ça que moi je l'ai vécu. Oui, je pense que c'est effectivement comment ça se passe. C'est un peu dommage, mais bon, c'était un peu pour ma curiosité, pour voir si comment toi tu avais vécu cette transition non alimentaire. Maintenant, on revient sur toi. Donc, si tu devais te présenter en 3 symboles, quels seraient les 3 symboles qui représentent Elke en tant que femme et en tant que leader? Oui, 3 symboles. Je ne sais pas si j'ai bien interprété la question, j'espère, mais donc tu me diras. Quand j'ai un peu fait le tour, un premier truc qui me ressemble, c'est en fait mon premier et mon seul tatouage. Je dirais, j'ai un petit tatouage sur mon bras gauche. Et en fait, j'ai hésité. Allez, je voulais toujours avoir un petit tatouage parce que je trouvais ça sympa, mais je ne voulais pas quelque chose que tout le monde a. Je ne voulais pas n'importe quel dessin, n'importe quel symbole, mais je voulais quelque chose qui était assez unique pour moi, qui m'identifiait, mais je n'avais pas encore trouvé exactement quoi. Et donc, à un certain moment, je crois que c'est il y a 3-4 ans maintenant que je sais pas, j'étais moi-même et je racontais, je sais pas ce que je faisais à ce moment-là. Il y avait mon copain qui me disait, qui est francophone, qui me disait Elke, t'es vraiment un petit énergumène, toi. Qu'est-ce que je suis? Je connaissais pas ce mot, c'est pas un mot qui se traduit facilement en néerlandais ni en anglais. Et donc il dit un petit énergumène. Je dis ok, donc il m'explique ce que c'est. Je lui dis ça me ressemble quand même bien. Donc je l'ai fait tatouer sur mon petit doigt. Mais alors à quoi ça ressemble un énergumène? Oui, non, tu sais pas en tant que... Non, mais alors je vois pas en image. C'est quoi? C'est une petite bestiole? T'as fait quoi? Non, c'est en fait, lui il m'a dit. Après je l'ai quand même double-checké pour être sûre. Mais donc lui il me dit que c'est une femme en fait qui a un peu un cas spécial et qui fait un peu son truc et qui vit sa vie et qui. Ça ressemble à quoi en tatouage? Comme ça. Alors donc moi je vais le décrire quand je l'aurai vu. En fait, je sais pas si ça va marcher. Attends, comme ça, je m'enlève mon blazer. Voilà. Elke est obligée de se déshabiller. Voilà. Ah, tu l'as écrit. Je l'ai écrit. Donc en fait, c'est marqué petite énergumène. Ok, voilà. D'accord. Donc ça, c'était le premier élément, je pense, qui est assez personnel et qui me décrit assez. Donc plutôt ton caractère, ta personnalité. Oui, exactement. Ouais. Et donc, quelles caractéristiques que ton copain t'a données que pour toi, effectivement, sont vraies du petit énergumène? Je pense toujours pour moi-même. Je suis spontanée. J'ai une joie de vivre qui est assez importante. Et j'essaye pas de suivre les bancs de pads. Ouais, tu penses out of the box. Exactement. Et je pense que je suis assez unique. Ouais, tu crées ta propre opinion. Tu vas pas suivre le flow juste parce que tout le monde a dit ça. Donc, exactement. C'est un peu ça. Super. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Oui. Et le deuxième élément, c'est aussi un élément personnel. De toute façon, je voulais, dans les 3 symboles, je voulais avoir un symbole qui se liait à la musique, parce que la musique est très importante pour moi. Je chante, je joue de la musique aussi. Aussi la musique, voilà, elle m'accompagne pendant toute ma vie, c'est très important. Mais pour choisir une musique spéciale, j'ai choisi la musique du pianiste Ludovico Einaudi. Je ne sais pas si tu le connais. C'est en fait un pianiste assez connu. Et à chaque fois que j'entends cette musique, ça me projette à mon enfance à nouveau. Donc c'est ça a un aspect nostalgique, cette musique pour moi. Elle me calme, cette musique. Elle est très confortable. Et pourquoi? Parce qu'on va entendre en même temps l'ambulance, je crois. Pendant qu'on parle de musique, évidemment, on a du son, voilà. Alors ça n'a rien à voir, j'imagine, avec le pianiste. En effet. Mais donc, en fait, quand j'entends sa musique, je repense à l'époque où j'habitais encore chez mes parents, ensemble avec mon frère. Mon frère plus jeune, il a 2 ans de moins que moi. Ouais. Et il joue le piano, il joue ça bien. Et en fait, pendant le week-end, quand on se levait le dimanche matin,
il était derrière son piano, il jouait, il improvisait, il jouait aussi du Enodi, du pianiste, la musique du pianiste, mais aussi un peu son propre truc. Et moi, à chaque fois que j'entends la musique, en fait, ça m'a fait penser à cette période. Et c'était une belle période. Et voilà, ça a quand même un effet sur moi. Donc ça représente justement ton enfance. Et aujourd'hui, cette enfance, quel caractère ça t'a donné qui fait de toi la femme que tu es? Moi, je suis un petit énergumène, mais j'ai toujours connu en fait une très chouette famille, très chaleureuse, aussi de très bonnes relations avec ma maman, avec mon papa, avec mon frère justement, dont je racontais. Et en fait, je me suis toujours sentie sûre d'être moi. En fait, même si c'était pas toujours les choix que j'ai faits, c'était pas toujours les choix faciles ou les choix évidents, et j'étais un peu différente. Mais vu que je venais d'un warm nest, d'une famille d'une famille en fait qui t'a donné confiance à être qui tu es. Exactement. Et de pas vouloir rentrer dans le moule, mais tu es bien tel que tu es. Voilà, et ça m'a aussi permis d'arriver de façon professionnelle où je suis aujourd'hui, parce que j'ai toujours été encouragée dans tous les projets ou les pas de ma vie que j'ai entrepris. Donc en fait, c'est ta famille, à travers aussi le piano, qui t'a donné ces fondations d'avoir l'estime de toi et la confiance en toi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Super. Oui. Et alors, ton troisième symbole? Mon troisième symbole, c'est un peu ce que je porte aujourd'hui. C'est pas un symbole, c'est deux symboles. C'est la combinaison blazer-talon. Pourquoi la combinaison blazer-talon? Parce qu'en fait, depuis que je me souviens que j'ai commencé à entrer le marché du travail, je me suis toujours dit, OK, c'est quoi l'attitude que je vais me prendre? Et en fait, depuis, j'adore les baskets. En week-end, je suis tout le temps en basket. Je n'ai rien contre les baskets. Par contre, quand je travaille, je porte toujours mes talons et je porte toujours mon blazer. Toujours depuis toutes ces années. Et pourquoi? C'est parce que, pour moi, c'est directement de la confiance en moi que je mets. C'est un peu la même chose que le maquillage, par exemple. Tu rentres dans ton identité de femme leader. Exactement. Sur tes talons. Et même, je suis une femme assez grande. Je mesure 1m76, donc je ne suis pas petite. Mais malgré ça, j'ai toujours dit, il faut que je porte des talons. Les talons, en fait, ça me donne ce côté, encore plus confiance. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'identifie en tant que... elle que professionnelle, je dirais. Non, c'est intéressant. Et c'est vrai que quand on se sent belle, quand on se sent justement confiance, ça se voit. Exactement. Et on ne se comporte pas de la même manière. Tout à fait. Ok, j'adore. Déjà, ça nous donne un bel aperçu de ta personnalité, mais aussi on voit déjà un peu tes valeurs, on voit le côté chaleur dans la famille, de donner confiance qui est assez important. Alors, avant qu'on passe au feedback, j'aimerais qu'on parle du défi le plus marquant que tu as eu dans ta carrière professionnelle jusqu'à présent. Le défi le plus très important, récent, je dirais, c'est en fait au moment que j'ai commencé chez Lidl, il y a 2 ans. Je venais de terminer en fait ma carrière chez Fnac et Van den Borg que j'avais fait depuis 8 ans. J'avais fait pendant 8 ans. Et en fait, là, dans la société, d'abord Van den Borg et puis Fnac Van den Borg, en fait, j'avais évolué tous les années. J'ai eu l'opportunité de me montrer, de travailler sur différents projets, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir une équipe qui évoluait aussi. Et en fait, j'avais beaucoup, à la fin de ma carrière chez Fnac Van den Borg, j'avais beaucoup de crédibilité parce que les gens me connaissaient. Ils savaient qui j'étais. J'ai commencé tout au début et puis j'avais gagné en responsabilité. Oui, et puis tu avais prouvé à travers tes différents projets, finalement, exactement, que tu étais capable, etc. Tout à fait, j'avais des très bonnes relations avec le CEO. Donc, tu avais tout un réseau aussi à l'intérieur. Tout à fait, exactement. Et donc, après 8 ans, j'avais fait le tour et j'étais prête pour autre chose. Et donc, l'opportunité chez Lidl s'est présentée. Donc, pour devenir responsable marketing de la Belgique et de Luxembourg, comme tu avais dit dans l'introduction. Et là, donc je suis responsable d'une équipe de 45 personnes et j'allais entrer dans un rôle de management sans avoir cette crédibilité et donc de lâcher toute l'historique que j'avais construit
auparavant chez Fnac Van den Borre. Et en fait, j'allais me retrouver le premier jour devant 45 personnes qui me regardaient en disant « Ok, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle va y faire ici ?» Donc, c'était assez... j'étais assez stressée. Tu avais la peur de ne pas être crédible parce qu'ils ne connaissaient pas ton passé. Non. Et que tu avais l'impression qu'en fait, tu ne peux être crédible que si tu as déjà prouvé à l'intérieur de l'entreprise. Exactement, tout à fait. C'est marrant, quoi. Oui. Parce qu'en fait, c'est une perception qui t'appartue. Oui. Alors que si t'ont embauché, c'est parce que, justement, tu as tout ce passé. Oui, c'est ça, en effet. Oui, effectivement, c'est un peu mon côté, pas insécure, mais je pense un peu nerveuse. C'est normal, on a tous... Je veux bien faire les choses aussi. Et comment tu l'as dépassé? Et bien donc, déjà, la première chose que je fais dans tous les défis de la vie, c'est j'essaye de me renseigner un maximum. Donc, j'ai parlé à d'autres managers, à d'autres directeurs qui ont un peu fait la même passation que moi dans d'autres secteurs, d'autres entreprises. J'ai aussi lu pas mal d'articles, un livre aussi par rapport à comment rentrer correctement dans un rôle directeur. Et là, en fait, il y avait 3 astuces que j'avais retenues. Et donc, première astuce, c'était, le premier jour quand tu entres, tu ne sais rien, en fait. Tout ce qui était vrai pour toi, par le passé, ce n'est plus vrai, en fait. Il faut partir d'une page blanche et écouter les gens, un maximum de gens. Il faut absorber un max d'informations de différents niveaux, différentes personnes, ton équipe, de tes collègues, de tes responsables, pour absorber un maximum d'infos le plus vite possible. Et ça, c'était donc du coup le deuxième astuce. Et le troisième était aussi assez marquant. Donc, il faut écouter, il faut partir d'une page blanche, il faut essayer d'absorber un max d'informations. Par contre, n'attends pas trop longtemps à avoir ton premier win. Donc, essaye aussi après un délai raisonnable, d'avoir un premier projet réussi qui montre à l'équipe, aux gens avec qui tu collabores, ok, oui, effectivement, c'est bien qu'elle est là, c'est bien qu'on avance, ça, effectivement. Et quel a été ton premier win, alors, si tu as le droit de le partager? Le premier win, bien sûr, oui. Le premier win, j'ai fait quand même pas mal de choses la première année. Une première chose, c'est que j'avais vu que dans l'équipe digitale, il y avait pas mal de progression possible. Donc là, on en parlait justement avant, j'ai décidé de chercher une agence digitale en fait, pour accompagner l'équipe à définir une stratégie digitale, digital marketing, mais stratégie digitale tout court aussi, et qui permettait aussi à l'équipe vraiment de se mettre à jour, à niveau par rapport à ce qui se passait dans le marché. Parce qu'ils étaient un peu dans leurs habitudes, ils faisaient comme ils avaient fait pendant beaucoup de temps. Et là, en fait, effectivement, sur le côté digital, il y avait pas mal de marge d'amélioration. Et donc là, ça, c'était la première chose que j'ai installée, donc trouver cette agence. Et depuis, en fait, on a par exemple lancé une nouvelle plateforme de folders qui est beaucoup plus interactive, qui nous permet de rassembler des datas et qui nous permet d'avoir une marketing beaucoup plus data-driven et beaucoup plus intelligente. Ok, génial. Quelle leçon t'en ressort pour, imaginons, dans 10 ans, on ne sait pas quand, tu passes sur encore un autre poste, tu montes encore d'un grade. Quelles sont tes leçons déjà? En fait, mon leçon, c'est que en fait, il n'y avait pas de raison de me stresser déjà. Et je pense que je peux être sûre de moi et de l'expérience que j'ai gagnée par le passé. Et effectivement, que l'expérience que j'avais gagnée ici, par exemple, ici, c'est Fnac Van den Borre, était très, très, très intéressante et ça avait vraiment de la valeur pour l'équipe Lidl aussi. Donc, en fait, ça a été très intuitif. Au moment que je me suis intégrée, j'ai essayé d'avoir un max d'informations dès le début. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à voir un peu où étaient les leviers d'amélioration. Et ça s'est passé très naturellement. Et aussi avec l'équipe, je suis restée très authentique. Dès le début, je leur ai montré qui j'étais en tant que personne aussi, donc pas juste en tant que manager, mais aussi en tant que personne. Et du coup, cette équipe... très très rapidement, ils ont cru dans la vision que j'avais. Donc ce que j'entends dans les leçons que tu reçois, c'est arrêter d'avoir un imposteur syndrome la prochaine fois. Exactement. Très bien. Oui, joliment dit. Oui. Et 2, ce qui a fait que tu as réussi, c'est aussi parce que tu as créé un lien avec ton équipe, parce que j'entends, tu as montré qui tu es. Et quelque part, tu les as embarqués et j'entends aussi un peu, à travers tes mots, de la co-création peut-être ensemble. Oui, tout à fait.
à fait. C'est ce qui me remonte aussi, parce que justement, la semaine passée, on a eu une session par rapport à notre cohésion d'équipe et par rapport à notre management team et comment on peut évoluer ensemble. Et à un certain moment, pendant un des exercices, on devait se donner à chacun des compliments et des points d'amélioration. Et en fait, c'était très chouette à entendre que en fait, tout le monde était d'accord que je les laissais être eux-mêmes et je les donnais beaucoup d'autonomie et je les permettais vraiment de grandir et d'évoluer eux-mêmes en tant que professionnels. Je fais parce que je crois dans les gens, je m'exprime, je dis ok, voilà, moi je compte sur vous, vous êtes les experts et voilà. Ok, donc là déjà on entend, mais c'est super, tu me fais la transition sur notre sujet puisque voilà, tu ressors déjà de sessions de feedback entre les équipes et le management. Donc c'est aussi un bon flux quand c'est les équipes qui font un feedback à leurs supérieurs. Et on voit que toi déjà tu es déjà dans une mentalité on va dire bienveillante. Mais avant qu'on rentre là-dedans, donc le feedback pour moi il y a deux parties. Il y a la partie être dans la capacité de recevoir du feedback. Et on va démarrer par là parce que si on n'est pas à l'aise à recevoir du feedback, il y a peu de chances en fait qu'on soit à l'aise à en donner. Parce qu'il y a des choses qui grattent à l'intérieur de nous. Et puis, on verra après la deuxième partie, qui est pour moi, comment donner un feedback qui soit vraiment utile et impactant, tant qu'à faire. Très bien. Alors, parfois le feedback, soyons franches, ça peut être un peu douloureux. Ça peut piquer, parce que on peut avoir les feedbacks qu'on va appeler les feedbacks négatifs ou les feedbacks critiques. Et j'aimerais bien qu'ensemble, on aille comprendre qu'est-ce qui joue derrière, en fait, quand ça pique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça pique? Et d'arriver à comprendre, est-ce que c'est des freins internes, des freins externes? Et pour cela, on va aller chercher des exemples concrets. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse appel à deux moments dans ta carrière. L'un qui est plutôt où tu t'es pas du tout senti à l'aise de recevoir un feedback. Alors, c'était peut-être une évaluation annuelle, une remarque spontanée. Et puis un autre, au contraire, où là, tu n'avais pas d'appréhension, où tu te sentais très à l'aise, où c'était vraiment ok, même si tu savais que tu allais peut-être avoir des feedbacks de comment progresser, donc critiques, on va dire. Et qu'est-ce que tu as ces deux exemples en tête pour qu'on puisse après s'amuser à jouer aux 7 différences? Ok, top. Yes, alors tu veux démarrer par lequel? Celui où... Oui, où j'étais pas à l'aise, parce que c'est chronologique, chronologique par rapport où j'étais à l'aise en fait. Parce que, en fait, c'était surtout au début de ma carrière que j'étais pas bien, pas toujours ok à recevoir du feedback qui était moins positif. Par exemple, pendant un entretien évaluation, comment tu dis? Évaluation annuelle. Et oui, évaluation annuelle, en effet. Tu entends des bonnes choses par rapport à ton travail, la qualité de ton travail par rapport à ta personne. Tu entends aussi des points améliorés par ton responsable. Et là, au début de ma carrière, je suis une fille très humble. Et donc, au début de ma carrière, je n'étais pas encore très sûre que ce que je valais et si mon travail était à hauteur et si tout le monde était content de moi. Et je voulais toujours faire mieux et toujours embiller le next step. Et je voyais du feedback négatif comme une critique sur moi et comme peut-être, oh non, j'espère que ça ne va pas m'empêcher d'arriver où j'ai l'ambition d'arriver, par exemple, dans ma carrière. Donc peut-être, voilà, ils ne vont pas m'estimer assez forte ou assez douée pour faire ce next step. Et donc, quand j'entendais ce type de feedback qui était négatif, je sentais que j'étais plus à la défensive, que j'essayais de commencer à justifier, je commençais à expliquer pourquoi c'était peut-être pas tout à fait ça, ou voilà, donc vraiment... Donc t'étais pas complètement ouverte à l'entendre, à le recevoir pleinement, et puis après à se dire, ok, next, enfin, à avaler, à un moment donné, et pour après le transformer en quelque chose d'une action positive. Non, je n'étais pas encore là. Aujourd'hui, j'y suis, mais donc avant, c'était... Parce que j'avais peur, je pense, j'avais peur que ça allait m'empêcher à arriver où je voulais aller. Donc ça, c'était un premier exemple. Un autre exemple du début de ma carrière, c'était que parfois, c'est bizarre à dire peut-être, mais que certains gens, tu acceptes beaucoup plus facilement de recevoir du feedback que d'autres quand tu estimes que ces gens, ils ont
allez, ils la ont crédibilité, la crédibilité de te juger, de t'évaluer. Tout à fait. Et ça n'était pas toujours le cas au début de ma carrière. Je me dis, OK, bon, tu vas me faire ce feedback, mais bon... I don't believe in you. I don't believe you, voilà, exactement. Et donc ça aussi, parfois ça te laisse pas très ouvert à entendre ou à... Bah oui, en fait, tu es déjà intégrer. fermé à la base, puisque tu es là, mais en fait, tout ce qu'elle va me dire, en fait, qui est-elle ou qui est-il pour me faire un feedback. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu, les deux exemples. Et aussi un troisième, peut-être, qui est toujours d'actualité, c'est que je trouve que la forme est aussi très importante. Aujourd'hui, toujours, même si je suis beaucoup plus confiante à recevoir du feedback négatif, quand le ton n'est pas OK. Et donc, quand tu reçois une remarque comme « comment tu as fait ça ?» ou vraiment assez... agressive ou offensive, je vois toujours que au lieu d'écouter ce qui est derrière cette remarque, je retourne dans cette défensive, dans cette mode défensive. Donc ça, c'est aussi la forme, je pense, c'est aussi un troisième point qui pourrait faire en sorte que le feedback passe moins facilement. Oui, donc l'émetteur en fait du feedback a aussi son rôle à jouer. On a à la fois ce qui va jouer en interne, mais l'environnement, la manière dont ça va être dit, va aussi influencer si on garde les oreilles ouvertes ou si on les ferme. Oui, c'est ça. Ok, super. Et à l'inverse, si tu nous donnes les exemples où pour toi, même si c'est un feedback critique, c'était OK de le recevoir. Oui, parce que là, au fil du temps, je sais ce que je vaux en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. Je pense qu'on a tous... Et qu'est-ce qui t'a aidé à te rendre compte de ce que tu vaux? Oui. Les responsables, les collègues, en fait, ou même dans la vie privée, ton partenaire, les amis, des gens qui te donnent du feedback par rapport à qui tu es, comment tu te portes, c'est souvent aussi des gens qui sont très bienveillants et en fait qui ont les meilleures intentions par rapport à toi et qui n'ont pas un agenda caché et qui ont vraiment pour objectif, OK, je te donne cette information qui n'est pas toujours évident à donner parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément envie d'entendre. Et le fait que cette personne donne ce feedback, ils font l'effort de donner ce feedback à moi pour me permettre d'apprendre et de grandir et d'évoluer. En fait, c'est quelque chose de très beau. Et quand tu entends les mêmes feedbacks venant de plusieurs pistes, des différentes zones de la vie, en fait, aussi bien le côté professionnel que le côté privé, en fait, à certains moments, tu commences à voir les liens. Oui, et là, tu te dis, bon, là, il faut que j'agisse. Exactement, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc là, ce que j'en ressors, c'est finalement l'intention qui est derrière. Donc, selon si la personne avec l'intention de développer la personne ou plutôt de sanctionner ou de... Donc, la différence entre je t'évalue et je te dis bon, pas bon, ou en fait, j'ai l'intention, en fait, je suis là que pour te faire progresser. Et c'est deux intentions totalement différentes. Il y a le côté, le juge, c'est moi qui sais, c'est moi qui dis, et de l'autre côté, c'est comment, en fait, je peux être plutôt un mentor, comment je peux t'aider. Bonne... Ouais, donc c'était un peu le but. Moi, je vois dans mes freins internes, un peu comme toi, alors c'était pas la peur que ça me freine, tu vois, dans mon évolution, mais j'avais tendance à... Alors déjà, j'attendais, quand on démarrait par tous les feedbacks positifs, j'étais, bon, ça, je m'en fous. Allez, quand est-ce que je vais savoir ce qui va pas? J'écoutais même pas, tu vois, j'étais là, oui, bon, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qu'on va me reprocher, un peu, tu vois? Et en fait, j'étais là, en fait... Cut to the chase. Ouais, exactement, cut to the chase. Dis-moi ce qui va pas. Et donc, du coup, c'est pas positif parce que t'entends même pas ce qui est positif. Et ce négatif, je le vivais un peu parfois comme un échec, c'est-à-dire, ça veut dire que je suis pas assez bonne. Et donc, ça, je le vois que c'était un peu à mon côté perfectionniste, de vouloir être un peu dans ce côté toute puissance, en fait, d'être parfait, même si c'est impossible. En théorie, on le sait, mais dans la pratique, il y avait toujours ce besoin. Et aujourd'hui, ce qui a changé, ce qui m'a permis de changer, c'est de faire un switch, de voir la vie, en fait, un peu comme un jeu vidéo, où tu es à un certain niveau, et qu'en fait, pour passer à un autre niveau, il va falloir que tu passes des obstacles, qu'il va falloir que tu acquières, en fait, des nouveaux outils, il va falloir peut-être que tu t'allies avec d'autres personnes. Et donc, quand, finalement, tu as un feedback négatif, ou quand même quand les choses se passent pas comme tu veux, en fait, on va dire que tu perds la première bataille. En fait, c'est un moment de... T'as pas perdu le jeu. Non. C'est pas game over. Non. C'est en fait, t'as juste
perdu cette partie-là. Et en fait, tu vas apprendre de, OK, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Et tu vas peut-être avoir et des feedbacks, en fait. C'est comme si tu avais un peu Yoda qui venait te dire, ah tiens, pourquoi tu n'utilises pas cet outil? Il te manque en fait cet outil, tu vois, qui pourrait être une compétence. Mais pourquoi tu vas pas t'allier avec 3 autres joueurs et là, à 4, on va réussir à passer au niveau suivant. Et donc, en fait, de le voir comme un jeu et comme le voir, en fait, qu'il n'y a pas d'échec, qu'il y a juste des étapes et des petites chutes qui vont permettre d'apprendre, ça a changé ma perspective parce que du coup, finalement... ça peut être que positif sur le long terme. Hein. Parce que je ne dis pas que c'est facile. Hein. Il y a des moments où on est à plat. Hein. Parfois, des chutes sont plus ou moins hautes. Et on met plus ou moins de temps à remonter. Hein. Mais moi, ça m'a permis d'arrêter de voir l'échec comme vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Et donc, à partir de ce moment-là, si je prends, on va dire, des feedbacks critiques, eh ben, c'est plutôt, OK, comment ça va m'aider à passer au niveau supérieur. Oui. Et donc, ça change tout. Parce que du coup, ça peut être que positif. Alors c'est après, bien sûr... si c'est quelqu'un d'intentionné qui me le donne. Hein. On va en revenir justement dans les facteurs externes. Pour moi, c'est aussi important. C'est vraiment ton environnement. Est-ce qu'il est là pour t'aider à progresser ou est-ce qu'il est là à te juger et à ce côté évoluer? Hop, je te sanctionne, hein, la bâton, la carotte. Un peu old school management. Hein. Et parfois, on le voit encore. À tous les leaders, arrêtons le bâton et la carotte, mais plutôt voyons, OK, où est-ce que cette personne va pouvoir évoluer? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, en prenant en compte que chacun est différent et que tout le monde ne va pas évoluer de la même manière. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas que tout le monde devienne CEO, on ne souhaite pas que tout le monde devienne des managers. Et aider, en tant que leader, aider la personne à bien comprendre qui il est et qui sera nettement meilleur, par exemple, en étant un super spécialiste. Voilà. Mais que manager, ça va pas être son truc et que c'est pas grave et que ça peut être une très belle ambition aussi. Je pense que c'est aussi de notre devoir, dans le feedback, d'arriver à lier à la fois ce qu'on observe au niveau compétences métiers, mais aussi de donner une direction par rapport à sa personnalité, de conseiller pour dire, ben voilà, t'as peut-être envie d'aller comme ça parce que tu vois ce côté un peu l'ego va être flatté. Oui. Est-ce que tu peux pas flatter ton ego autrement qui va mieux correspondre à ta personnalité quoi. Ouais. Bon, voilà, on s'est un peu égaré. C'est super, super intéressant. Et donc là, on a vu donc finalement que pour pouvoir être capable de recevoir du feedback, donc il fallait lever nos freins internes, se rendre compte de qu'est-ce qui nous freine, donc comprendre ce qui se joue en nous et être sûr qu'on est dans l'ouverture et que cette ouverture se joue aussi beaucoup sur l'environnement. Maintenant, si on commence à regarder comment donner un feedback utile et impactant, on va commencer à déconstruire, aller voir vraiment les critères qu'on fait, qu'est-ce qu'a fait. Si tu reprends un exemple, tu as reçu un feedback donc difficile à entendre, mais que tu as su l'accueillir et l'intégrer par la forme en fait que tu l'as reçu. Pour qu'on aille voir justement c'est quoi les ingrédients qui vont faire que même quand ça peut gratter, eh ben, on va être capable que la personne reste avec les oreilles ouvertes et ne va pas les fermer. Oui. Donc, oui, un exemple. En fait, le feedback le plus compliqué que j'ai entendu dans ma carrière, c'était chez Van den Borre, quand j'étais responsable de la marque. Moi, j'avais... quand j'avais pas encore la même expérience qu'aujourd'hui, en fait, j'étais beaucoup plus dure dans ma vie professionnelle. Je pensais que la meilleure façon d'arriver où je voulais arriver était de garder, ça se dit, bien stef, ma jambe. Tenace, un peu... rigide, oui, ça donnait un peu de rigidité. Oui, exactement. Moi, au début de ma carrière, j'étais plutôt tenace. Et, qui peut être aussi bien positif que négatif. Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a double ambivalence. Tout à fait. Mais parfois, je n'avais pas encore compris le skill de vraiment faire ma politique et de faire en sorte que les gens ils me suivent. Oui. Voilà. T'avançais un peu toute seule, t'avais des idées et si tu étais très compétente, en fait, c'est là, je fonce. Exactement. Ça, c'était et en fait, les gens n'arrivaient pas à suivre, en fait. Et du coup, tu étais moins dans la co-création. Tout à fait. Et plus dans je suis bonne dans ce que je fais. Et j'y vais. Oui. Et donc, ça, c'était un peu comment je fonctionnais. C'était mon modus operandi. Et apparemment, mes collègues d'autres départements, en fait, ils n'aimaient pas toujours travailler avec moi parce que
Il se disait, apparemment, elle n'écoute en fait rarement ce qu'on dit et en fait, ça ne sert à rien de lui dire quelque chose parce qu'elle a toujours son idée en tête, comment elle veut les choses et ça ne sert pas à grand-chose qu'on essaye de mettre notre opinion sur la table. Et un bon collègue à moi qui avait entendu ce feedback et qui m'appréciait beaucoup à ce moment-là, voilà, il est venu me dire, il m'a dit, Elke, il faut que tu saches quelque chose. Tu donnes l'impression que voilà, tu n'es pas effectivement dans la co-création, que les gens ils peuvent pas s'exprimer par rapport à toi. Et c'est dommage parce que je sais que tu n'es pas comme ça, mais tu donnes cette impression quand tu es sur tes projets et sur ta vision, en fait, que tu ne portes pas les gens avec toi. Tu n'arrives pas à les engager avec toi. Tu ne les engages pas, non. Et là, en fait, c'était... Oui, à ce moment-là, quand tu entends ça, tu es OK, bon, et les gens parlent de ce côté-là de moi. Mais le fait que cette personne, ce collègue, avait informé de ça, qui avait fait l'effort de m'en informer, et qui n'était pas facile pour lui non plus, ça m'a quand même fait accepter ce feedback. Et j'ai essayé de comprendre, OK, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je reconnais? Et là, je me suis dit, oui, effectivement, c'est oui, tout à fait, effectivement, quelque chose qui pourrait se dire sur moi dans certaines situations. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment travaillé à fond là-dessus. Je me suis réalisée de cet élément-là. Donc, la prochaine fois, quand je me retrouvais dans une situation similaire, j'ai changé mon approche et jusqu'à présent, j'ai plus jamais fait parce que là, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a des meilleures façons de réaliser les objectifs de mon département en gardant justement des très bonnes relations avec les gens avec qui je dois collaborer. Donc ça, et si on revient sur le côté feedback, donc pour toi, le fait que ce collègue, il a réussi à faire passer justement ce feedback difficile, mais que tu es resté aussi en accueil du feedback, quels ont été les critères, si on analyse, qui font que ça a été entendable? Donc, il m'avait informé à ce qu'on peut se voir 2 minutes à part. Donc, il m'a pas juste balancé ça dans une discussion. Et il m'a dit, OK, est-ce qu'on peut se voir à part? Donc, on s'est vu. Et puis, il a dit ça de façon très empathique. Donc, OK, tu vas pas aimer entendre ça. Mais j'entends que les gens ne se sentent pas écoutés quand ils collaborent avec toi, ou pas toujours. Donc, je pense que ça pourrait t'aider de travailler ce point-là pour encore mieux faire avancer tes projets. Et donc, la façon comment il a dit, il n'y avait pas du tout un avantage pour lui de me dire ça. Donc. Oui, ce que j'entends, en fait, d'une part, il l'a fait dans la confidentialité, en créant quand même une atmosphère sereine. Tu as senti qu'il y avait une bonne intention, qu'il y avait vraiment pour t'aider à progresser. Il y avait aussi de la clarté, parce qu'il était très clair sur voilà ce que j'entends. Donc, tu avais des faits. Et puis, il était orienté solution, puisqu'il disait, voilà, je te propose de changer ça pour que tu puisses continuer à progresser. Voilà. Donc, il y a de l'intention, il y a de la clarté, et c'est orienté sur qu'est-ce que tu peux faire pour avancer. Oui. On n'est pas juste, tiens, je te lâche un... Non, en effet. Et c'était aussi quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, dont je savais que c'était quelqu'un qui me donnerait aussi bien du feedback positif que du négatif. Et ce que je retiens aussi dans ce qu'il a utilisé comme mot, et je pense que ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il a décorrélé ton comportement de toi, de qui tu es. Il a bien dit, j'entends que tu te conduis comme ça, or je sais que c'est une perception, tu n'es pas comme ça. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça va être aussi un point d'attention quand on donne un feedback, de dire aussi bien positif, tu es courageux ou tu es nul. Non, c'est faux. Tu as montré du courage dans cette situation, mais on n'est pas courageux 100% du temps. Et tu n'es pas nul non plus 100% du temps. En fait, il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas optimum. Et donc, en fait, de ne pas utiliser « tu es » dans les feedbacks. On touche à l'identité, donc forcément, la personne va être sur la défensive. Oui. C'est correct. Ok. Avant qu'on voit vraiment ta méthode de donner des feedbacks, c'est plutôt simple de donner des feedbacks avec des personnes qu'on apprécie ou qu'on sait que tout se passe relativement bien et qu'on va faire des petits feedbacks d'improvement, mais easy. En fait, vraiment, le côté progression, tu es déjà là, comment tu pourrais aller. Donc. Mais parfois, il y a des situations difficiles où là, il faut aller donner un feedback plutôt négatif parce que la personne, elle délivre pas ce qu'on lui demande. Et puis en plus, c'est pas forcément une personnalité avec qui on a des atomes crochus.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans ce contexte-là? Et dans ces cas-là, comment tu te prépares et comment tu réussis à donner ton feedback malgré tout? On peut dire quand même que ça peut rester difficile. Enfin, restons authentiques. Hein. Oui, exactement. En fait, moi, je trouve que le plus compliqué, c'est de donner le feedback. Et comme tu dis, effectivement, quand on aime bien les gens, quand on s'entend bien avec les gens, ça passe plus facilement. Par exemple, ce que je trouve plus compliqué, c'est donner du feedback à des supérieurs, à des gens qui sont hiérarchiquement plus Parce que hauts qu'est-ce qui joue dans ta tête? Il y aura peut-être des conséquences. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc là, on en revient à avoir un environnement qui permet le feedback ou pas. Oui, finalement. Oui. Mais j'ai dû le faire récemment. En fait, on a, comme je pense dans chaque entreprise, il y a des 360 des entretiens d'évaluation. Et en fait, donc j'ai aussi eu mon entretien avec mon responsable, comme tout le monde. Et il y a toujours une petite partie qui parle de la collaboration entre moi et entre le responsable. Et cette personne est nouveau dans la société. Et c'est vrai qu'on a dû aller chercher un peu notre chemin. Et on a adressé aussi ce point-là pendant cet entretien. Et là, en fait, j'ai bien réfléchi, OK, comment je pourrais faire un peu le bilan de comment notre derniers mois se sont passés. Et là, je me suis aussi focalisée sur le positif. Donc, je me suis dit, OK, mais ça, je trouve génial à notre collaboration. Et ça, je trouve génial à toi. Et je trouve que ça m'aide à progresser. Ça aide la société à progresser. Et ce point-là. Et puis, tu fais un peu le sandwich. Hein, et donc, après, tu enchaînes avec, OK, donc, ces 2 points-là, peut-être, ça pourrait nous permettre d'encore de faire des étapes vers l'avant dans notre collaboration. Et donc, du coup, j'ai adressé ça après avoir adressé tout le bien qui était là aussi, bien évidemment. Et là, je voyais qu'on avait quand même créé une situation qui permettait de donner ce feedback. Parce que j'avais aussi très sincèrement et de façon très authentique aussi adressé ce qui se passait super bien dans notre collaboration et que j'ai apprécié vraiment à cette personne. Et tu étais avec quelle intention? L'intention était d'améliorer. Oui. Voilà, était d'améliorer la collaboration. Et donc ça, je pense que ça, c'est assez important, renforcer le lien et après dire, on peut être encore mieux. Oui, et aussi, je pense on va peut-être encore parler de ça aussi plus loin, mais je suis aussi quelqu'un de très extraverti. Je suis un open book. Je pense que c'est très facile de savoir comment je me sens. Et ça a des avantages parce que je donne aussi très facilement des compliments. Pour moi, c'est très naturel. Ça me demande aucun effort de dire à quelqu'un merci, ou tu as super bien fait ça, ou j'adore ce que tu as fait. Allez, ça, c'est très, très authentique pour moi. Donc, étant comme ça, c'est aussi plus facile de donner du feedback un peu moins positif à ces gens parce que... Ils savent aussi tout ce que tu apprécies chez eux. Tout à fait. Et c'est souvent beaucoup plus que j'apprécie que ce que je changerais à notre collaboration. D'ailleurs, venons justement sur toi, ta méthode de feedback constructif et actionnable. Ce que j'entends là déjà, c'est que tu fais des feedbacks positifs, parce que c'est quoi des compliments? C'est des feedbacks positifs réguliers. Tu n'attends pas la fin de l'année? Non. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que, selon toi, va permettre de créer un bon flux de feedback et qui va faire qu'on va avoir des feedbacks impactants, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je pense qu'un point qui m'aide beaucoup, c'est que, par exemple, quand on parle, on a déjà souvent parlé des entretiens d'évaluation. Moi, pendant toute l'année, j'essaye de garder des listes d'exemples de points positifs de mes collaborateurs et de points un peu... à améliorer de mes collaborateurs. Donc, quand il y a des choses au fil de l'année qui se passent, en fait, je le note dans un fichier Excel par personne. Et du coup, ça me permet, quand je prépare les entretiens d'évaluation avec ces gens, que je peux toujours lier un point de feedback positif ou négatif à un exemple concret qui s'est passé au fil de l'année dernière. Et oui, donc ça, je pense que c'est un point important d'être le plus concret possible. Ce que je fais aussi, c'est... donc, ça ne se passe pas dans les entretiens d'évaluation, mais s'il y a un truc qui arrive pendant la collaboration et je me dis, peut-être pas idéal, je pose la question. Et je dis, OK, pendant par exemple les one-to-one qu'on a avec mes collaborateurs, OK, qu'est-ce que toi tu trouves de ça? Allez, c'est quoi ta perception du projet qu'on vient de lancer, par exemple? Est-ce que tu es à 100% d'accord avec ça? Est-ce que tu es à 100% contre? Tu checkes son engagement. Oui, et la perception. Et souvent...
quelqu'un va déjà spontanément dire ok oui j'étais pas très convaincue ou oh, je suis pas sûre et comme ça tu as un peu un angle où tu peux dire oui effectivement la prochaine fois qu'on ferait un projet similaire il faudrait peut-être qu'on fera différemment voilà donc ça ça aussi ça aide de poser une question et de laisser réfléchir la personne elle-même par rapport au sujet. Donc ça, c'est un peu les trucs. Et comme tu disais aussi, donc le fait que je donne très facilement et très spontanément du feedback positif aussi, que du coup, ça passe. Et juste pour te challenger, qu'est-ce qui t'empêche, quand tu notes sur un exemple concret ce qu'il a encore à progresser, qu'est-ce qui t'empêche finalement de donner ce feedback au moment où tu notes, au lieu d'attendre la fin de l'année? Et c'est pas que j'attends la fin de l'année, souvent c'est la combinaison des deux. Souvent je l'adresse déjà au moment même, dis que bon ça c'était pas idéal, la prochaine fois il faudra, et je le note. Comme ça, j'oublie pas. Tu passes aussi avec le côté action-solution, voilà ce que tu pourrais améliorer sur le reste de l'année. Oui. Du coup, tu vas pouvoir voir à la fin de l'année en disant, j'ai vu que tu avais fait telle progression. Exactement. Ce que je note, et effectivement, c'est aussi ce que j'ai vécu entre un environnement, je dirais, propice au feedback versus un environnement pas du tout propice. Un environnement propice, c'était des feedbacks très réguliers par trimestre. Ça permet de normaliser aussi. Et le fait aussi que, peu importe son niveau, on devait donner et recevoir des feedbacks. Et cet entraînement de donner et recevoir des feedbacks et le côté régulier fait que ça normalise donc déjà l'anxiété. Et puis, c'était toujours très basé sur des faits. Et ça, je pense que c'est clé, parce que ça enlève toute anxiété par la personne qui va recevoir un feedback, parce qu'on sait que c'est pas des généralités. Et comme l'humain, et ça, donc c'est pour ça qu'il faut le savoir, notre cerveau a toujours tendance à généraliser. Donc, si on n'a pas noté, si on ne part pas sur des exemples très concrets, donc c'est pour ça que si on ne le fait pas très régulièrement, en fait, à la fin de l'année, si on doit se souvenir ce qui s'est passé, ça va être forcément basé sur des généralités, des perceptions. Tout à fait. Et donc, en fait, clairement, on ne va pas donner un bon feedback. Du coup, la personne en face va dire, comme tu disais avant, mais qui est cette personne pour oser me donner un feedback vu la qualité des exemples qui est prise. Dans la méthode d'un bon feedback, c'est des faits. Faire très attention à la généralisation qu'on a tendance à faire, c'est humain. Donc, se raccrocher à des exemples concrets et gagner en régularité et avec la bonne intention. Oui, tout à fait. Ouais. Ça me fait penser à un keynote que j'ai entendu l'année dernière de Erin Meyer à l'UBA Trends-Day. Je ne sais pas si tu connais. Et elle parlait du principe de live feedback. Donc, live feedback qui fonctionne très bien dans des équipes. Et c'est à une fréquence régulière, par exemple tous les semaines ou tous les mois, que chacun de l'équipe, en fait, ils sont obligés de donner un point positif et un point négatif par rapport à quelque chose qui s'est passé sur la semaine ou le mois dernier, par rapport à la personne, par rapport aux collègues. Et tout le monde doit faire ça sur tout le monde, et tu es obligé un point positif et un point négatif. Et comme ça, effectivement, comme tu dis, tu crées une culture de feedback, tu crées aussi l'habitude de donner du feedback, de recevoir du feedback, et pas juste le positif, en fait. Donc c'est très intéressant. Et dans l'exemple que tu as donné, du coup, même les personnes dans ton équipe avec qui tu as moins de liens, on va dire naturels, mais en fait, à force de voir à chaque fois le positif, et comme tu as vu le positif, tu vas de plus en plus l'apprécier, parce que tu n'as plus tes œillères de juste « Ah, c'est quelqu'un que j'apprécie pas tellement ». Tu as été obligé en fait à faire l'effort de vraiment comprendre cette personne, de se mettre à sa place et de vouloir du bien pour cette personne. Tout à fait, ouais. Donc ça aide aussi effectivement en renforcement d'équipe. Je pense qu'effectivement, une bonne culture du feedback, c'est un énorme outil. C'est indispensable. Ouais. Mais voilà, encore faut-il qu'il soit bien utilisé. Et là, il y a encore beaucoup de boulot dans beaucoup d'entreprises. Mais donc voilà, en tant que leader, on peut agir à son niveau, au moins au niveau de son équipe, si ce n'est pas au niveau de l'entreprise, et d'être un peu le rôle modèle de donner des bons feedbacks et d'intégrer ça dans son équipe. Oui, c'est clair. Super. Eh bien, écoute, merci infiniment, Elke, pour cette conversation riche, inspirante. Merci aussi pour ta transparence, de nous avoir partagé avec plaisir, vraiment tous ces exemples. À tous nos auditrices et nos auditeurs, je veux dire que le feedback, c'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Comme on a dit, plus on le pratique, plus on est à l'aise. C'est comme le sport. Donc, je vous lance un double défi. Dans les prochains jours, le premier défi, c'est dépasser votre inconfort et oser demander un feedback.
sur vous. Donc posez une question ouverte et écoutez sans vous justifier, même si la réponse vous challenge. N'oubliez pas, la personne est en train de vous donner la feuille de route pour acquérir les outils ou les compétences pour que votre personnage de jeu vidéo puisse passer au niveau suivant. Donc, bien évidemment, choisissez une personne bien attentionnée. Et le deuxième défi, c'est de donner un feedback à quelqu'un. Et donc, utilisez la méthode qu'on vient de voir et voyez comment c'est reçu. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser pour faire un feedback positif, où vous allez donner pourquoi vous trouvez que c'est génial ce que la personne fait sur un exemple concret. C'est beaucoup mieux que juste « Ah oui, c'est top ». Là, la personne comprend, c'est un peu comme quand c'est un journaliste, une personne de haute autorité qui vous fait un retour, ça a beaucoup plus de poids, ça a plus de crédibilité. Donc, amenez de la crédibilité aussi dans votre feedback positif. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à me raconter sur LinkedIn ou en commentaire comment ça s'est passé. Voilà, Elke, encore merci. De rien, c'était très chouette. Merci à toi. Voilà, et merci pour tes conseils précieux. Et pour les auditrices et auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines avec une autre leaduse inspirante. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.